Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC Paris sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de la capitale et mon invité s'appelle Aurélien Véron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du groupe d'opposition Changer Paris au Conseil de Paris avec Rachida Dati donc. C'est la rentrée de la pénurie, voilà comment certains observateurs décrivent cette rentrée 2022. Il manquerait plus de 4000 professeurs, principalement dans les académies de Versailles et de Créteil, mais globalement le métier d'enseignant a perdu en attractivité. Le président de la République a annoncé que les enseignants percevront désormais 2000 euros net par mois en début de carrière. C'est une revalorisation indispensable. Elle est indispensable, elle ne suffira pas. Parce que le problème de l'enseignement, ce n'est pas seulement les enseignants eux-mêmes, c'est l'organisation de l'école. Le gouvernement va devoir aller beaucoup plus loin dans la décentralisation, c'est-à-dire rompre avec ce centralisme très parisien qui fait que tout établissement scolaire voit ses enseignants gérés depuis Paris, depuis un ministère froid, bureaucratique, alors que les directeurs d'école ont bien plus de compétences et sont en plus en contact direct avec leurs enseignants. Donc c'est plutôt logique que ce soit eux qui sélectionnent, choisissent et créent une équipe soudée, motivée, avec un projet pédagogique commun. Alors à Paris, il y a 750 écoles, mais la démographie baisse. Il y a donc de plus en plus de concurrence entre les écoles pour attirer les élèves et les familles. Les écoles bilingues se développent notamment. Elles passent de 20 à 32 pour cette rentrée, donc c'est en forte augmentation. Elles ont 6 heures d'enseignement en anglais par semaine. C'est une bonne chose, cette concurrence entre les écoles, vous pensez? Est-ce que ça ne créerait pas des inégalités en fonction de certains arrondissements qui pourraient être dépourvus de ces écoles? La concurrence entre les écoles, elle crée une émulation. On voit des écoles publiques aujourd'hui se mettre aussi au bilinguisme avec des enseignants qui parlent anglais dès le plus jeune âge aux enfants. Donc cette émulation a un effet positif. Ce qui est injuste, c'est que ce soit seulement les écoles privées qui puissent évoluer et pas les écoles publiques. C'est pour ça que je reviens à cette idée de décentralisation. Je pense que les directeurs d'établissement doivent avoir beaucoup plus la main sur le projet pédagogique, l'embauche des enseignants, leur technique, éventuellement la création de classes de meilleur niveau, le soutien renforcé aux élèves de moins bon niveau, mais tout ça se fait sur un modèle non pas bureaucratique centralisé, mais souvent justement en comparant avec les autres établissements. Je rappelle qu'à Paris, 37% des élèves sont dans le privé. En France, c'est 20%, à Paris, c'est 37%. Donc il y a plus d'un tiers des enfants parisiens qui vont dans le privé. Et l'autre chiffre qui est pour moi inquiétant et qui mériterait que la mairie se préoccupe de la vie des familles, c'est qu'en 3 ans, donc Covid et post-Covid, on a perdu 10% des enfants à Paris. 10% des enfants, donc leurs parents évidemment sont partis avec leurs enfants et leurs bagages pour aller en petite banlieue, moyenne banlieue, parce que la vie parisienne pour les familles devient très compliquée. Les parents qui ont des enfants ont plus de véhicules que d'autres parce que concrètement les courses, la gestion des poussettes, vous n'êtes pas dedans, mais des couches et de tout ce qui va avec les enfants, ça pèse lourd. Les courses sont plus compliquées. On a besoin de sortir, s'aérer. Donc il y a des voitures, il y a les écoles, il y a la sécurité dans la rue, il y a la crasse, il y a le fait qu'on a beaucoup de sans-abri, qui est un vrai problème social et de société à Paris, qu'on ne sait pas gérer, que la mairie ne sait pas gérer. Donc des gens qui sont en grande détresse, les familles n'ont pas forcément envie de se confronter à ça au quotidien. Donc voilà, la vie familiale devient compliquée, et 10% c'est quand même considérable. Il y a l'impact Covid, il y a l'impact de l'environnement général. Donc en tout cas, pour les écoles, oui, la concurrence est bonne, à condition d'en faire bénéficier aussi des familles qui ne peuvent pas s'offrir d'écoles privées. Et donc il faut que les écoles publiques se servent de cette concurrence pour eux aussi avoir l'autonomie suffisante et évoluer et apporter du mieux. Alors pénurie de profs, on en a parlé, mais aussi pénurie pour le personnel des crèches. À Paris, en tout cas, beaucoup de parents ne pourront pas obtenir une place à la rentrée pour leurs enfants. Un manque de personnel au niveau national d'auxiliaires de puériculture et les éducateurs de jeunes enfants provoquent la fermeture de nombreuses crèches. La CAF estime qu'il manque environ 9000 personnes sur l'ensemble du pays. Il faut recruter donc, mais comment la ville de Paris en fait-elle assez selon vous? Car si le problème n'est pas réglé, les personnes vont-elles continuer à délaisser la capitale et à partir en proche banlieue, comme vous l'avez souligné juste avant? C'est un motif de départ. Parce qu'avoir déjà un enfant, puis le deuxième arrive et il n'y a pas de place en crèche, donc comment on fait? On jongle avec le boulot, l'école du grand, l'absence de crèche du petit, les assistants maternels, c'est cher. Donc il y a un problème d'embauche. C'est un problème d'embauche qui ne concerne pas que Paris. Maintenant, je pense que Paris n'est pas très attractif parce que le coût des loyers et l'organisation du logement social n'est pas destiné en priorité aux puéricultrices. C'est une demande que nous faisions au groupe Changer Paris avec Rachida Dati. C'est que pour attirer des positions dans des emplois dans les crèches et attirer des puéricultrices, le logement fait partie du package. On a tous les ans un certain nombre de milliers de places qui se libèrent, donnons la priorité aux puéricultrices. C'est notamment, pas que, mais c'est un axe pour nous qui serait prioritaire.
Oui, l'absence de logement, le coût du logement, les transports, toute l'organisation est compliquée. Mais ça concerne beaucoup de professions. Les puéricultrices, ça pose un problème parce que les familles, évidemment, sont concernées, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui vivent les mêmes pénuries. Donc on a beaucoup de gens au chômage peu qualifiés, on a des métiers qui nécessitent une petite qualification qu'il faudrait donc bridger l'un à l'autre. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on qualifie vite des personnels, notamment dans les crèches. C'est pas des qualifications techniques gigantesques, en revanche, c'est des qualifications humaines, c'est de l'empathie, c'est que les parents aient confiance. Quand vous avez un bébé, de le confier à une puéricultrice et vous la voyez, vous dites elle va s'occuper de mes enfants correctement. Je pense que les compétences techniques sont moins importantes que les compétences humaines. Donc voilà, il faut arrêter peut-être aussi de fixer des niveaux d'embauche rédhibitoires, des rémunérations qui sont parfois très faibles, notamment à Paris où, encore une fois, comme je l'ai dit, le logement pose un problème. Donc le coût du transport, aller en banlieue, faire 1h30 de transport le matin, ou 1h le matin, 1h le soir, à des tarifs très bas, c'est décourageant. Voilà, il y a un package à reconstituer au niveau de la mairie. La rentrée parisienne est aussi marquée par les nouvelles règles de stationnement à Paris. Il devient payant pour les 2 roues, donc motorisés dans la capitale. C'est la fête, là, pour tous les 2 roues. Ouais. Une mesure qui a fait exploser la vente des 2 roues électriques, notamment, mais qui divise. La Fédération des motards en colère dénonce une mesure trop chère et antisociale. Du côté de la mairie de Paris, on justifie cette décision en expliquant que ça va atténuer le bruit et donc ça va accentuer la place des cyclistes, notamment dans la capitale. On a besoin d'aller plus vers des mobilités douces, transition écologique donc, mais est-ce que c'est la bonne méthode en punissant les motards ? J'ai l'impression que la mairie consacre plus d'énergie à emmerder les 2 roues et les voitures motorisées qu'à favoriser le vélo. Le vélo, on est tous utilisateurs, je pense ici. Enfin, c'est aujourd'hui un mode de transport commun chez les Parisiens. On en a besoin. Les pistes, le vélopolitain, on le défendait avec Rachida Dati au municipal. La gauche aussi, je pense que ça fait l'unanimité. Les carrefours sont pas encore très bien conçus. Les places, comme la place de la République, c'est un cauchemar. Le vélo est une nécessité et une attente des Parisiens, c'est légitime. Mais l'énergie doit être consacrée dans le développement du vélo et pas dans l'obstruction des autres modes de transport. Dans les pays scandinaves qui sont souvent mis en exergue par la gauche, les gens ont leur voiture et leur vélo. Quand ils sont en voiture, ils respectent les cyclistes, et quand ils sont en vélo, ils respectent les automobilistes. À Paris, il y a un dogme qui veut qu'on veut plus de roues ni de voitures thermiques. La réalité, c'est que l'électrique ne va pas basculer à 100% rapidement. C'est très cher. On n'a pas la capacité de fabrication et on n'a pas les bornes pour alimenter en énergie tous les véhicules. Il faut faire donc une politique de conciliation des deux. Et donc, les 2 roues, on ne peut pas les exclure par un coût prohibitif. C'est-à-dire le jeune qui vient en fac depuis sa banlieue, où il n'y a pas de transport en commun facile, sur des horaires décalés, celui qui travaille dans un fast-food, qui travaille dans un dark store, qui travaille comme serveur, qui rentre le soir à minuit, 1h du matin, parfois il n'y a plus de métro. Quand il y a le métro, il n'a pas forcément envie de le prendre. Parfois, il n'habite pas tout près d'un métro ou d'un RER. Le 2 roues est indispensable. Et là, c'est du racket. L'été a aussi été marqué par la recrudescence des crimes sexuels à Paris. Dernière en date, le 24 août, dans le 13e arrondissement, un homme de 45 ans qui était défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle est soupçonné d'avoir roué de coups et violé une jeune femme de 19 ans. Il y a un sentiment d'insécurité aujourd'hui dans la capitale, partagé par beaucoup d'habitantes. Comment la mairie peut-elle y répondre selon vous ? Alors, il y a un sentiment d'insécurité, il y a une vraie insécurité, parce que Paris est une ville de fête. C'est les terrasses, c'est les boîtes de nuit, c'est la ville à nuit. Avec ses inconvénients aussi en termes de nuisance, mais c'est une ville à nuit. Là. Paris, c'est une ville festive qui doit le rester. La fête, ça veut dire des dangers. Ça veut dire qu'il faut de la sécurité. La sécurité, c'est les caméras de vidéoprotection qui détectent des mouvements dangereux, qui peuvent retrouver des prédateurs sexuels, par exemple, parce qu'on a leur image et on a leur suivi dans les rues. Et Paris manque énormément de caméras. Donc, en fait, quand il y a une agression, aujourd'hui, le maillage de caméras ne suffit pas à retrouver le coupable. Et donc, les prédateurs sexuels savent qu'ils sont à l'abri, parce qu'avec un peu de chance et en connaissant les endroits où sont les caméras, ils peuvent échapper à ce traquage. Je ne parle pas de reconnaissance faciale. On n'est pas en Chine, on ne veut pas y aller, on veut la protection de la liberté individuelle. En revanche, les caméras sont très utiles. On a une police municipale. Il faut que cette police municipale soit en action au moment où il se passe des agressions, c'est-à-dire en soirée et la nuit, dans les quartiers festifs. Le 13e, c'était visiblement moins un quartier près à la fête, mais la moitié des viols dans la rue, je ne parle pas de viols à la maison ou de viols conjugaux, qui sont des tragédies, je parle des viols dans la rue. Un homme attrape une femme, la tire et la viole dans une ruelle latérale. La moitié de ces viols du mois d'août, c'était dans le centre de Paris. 1, 2, 3, 4. Le Marais, les Berges.
Donc clairement, il y a des endroits qui sont dangereux, où les prédateurs traînent. Ces endroits, il faut des caméras. Et ensuite, il faut une police municipale présente aux heures où ça se passe. Et pas la journée à emmerder les artisans et les livreurs. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité des Parisiens pour préserver l'esprit de fête, pour préserver les sorties nocturnes, pour que les filles et les garçons eux-mêmes sont pas non plus se font agresser sur d'autres modes, mais que ces agressions-là ne soient plus laissées tranquilles avec une absence totale de police. La police nationale a un rôle à jouer, mais elle ne suffit pas. Heureusement, il y a 1000 policiers qui vont débarquer à Paris. On verra combien s'en trouvent dans les rues la nuit, mais il faut que la police municipale, qui relève de la mairie de Paris, qui se charge de la tranquillité urbaine, c'est-à-dire la tranquillité, c'est de pouvoir sortir tranquillement de soi sans se faire agresser, soit déployés, non pas la journée, mais la nuit. Donc j'ai demandé plusieurs fois à la mairie de Paris combien de policiers étaient déployés la nuit. J'ai jamais eu un chiffre. Alors j'ai entendu la rumeur de 20 policiers la nuit pour 2 millions d'habitants, 2 100 000 habitants, 100 km². Tant dire que c'est une blague. Donc voilà, priorité, déploiement de la police municipale, déploiement des caméras de vidéoprotection, alerte lorsqu'il y a des mouvements qui semblent douteux. Voilà, je pense que c'est une stratégie d'ensemble qu'il faut déployer. Merci beaucoup, Aurélien Véron, Je vous en prie. d'avoir été avec nous dans le MAC sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du groupe d'opposition Changer Paris au Conseil de Paris avec Rachida Dati.